I knew it, I had to go. I thought that I forgot. Move a little faster. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième saison du Podcastologue qui débute ce jeudi 7 septembre. Une deuxième saison qui marque le 20e épisode de ce podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe, aux innovations, au matériel et à celles et ceux qui en font, évidemment. Et c'est une saison où il va se passer encore beaucoup de choses et où je retrouve mes compères. C'est pas faute d'avoir essayé de les remplacer. Je retrouve Bruno Guglielminetti, réalisateur et producteur du balado Mon Carnet qui n'en finit plus de cumuler des écoutes, et Philippe Chapeau, le fondateur du Podcast Magazine qui n'en finit plus de colliger les articles pour mettre ce beau magazine entre les mains des auditeurs, des lecteurs et des lectrices. Philippe, je vais tout de suite te dire que quand j'étais à Denver, je vais flasher un petit peu, quand j'étais à Denver au Podcast Movement, j'ai pris beaucoup de plaisir à dire que j'y étais pour Podcast Magazine, un véritable magazine papier en France sur le podcast, et ça a beaucoup surpris les gens à qui j'en ai parlé. Alors voilà, c'était ta minute de gloire aux États-Unis. Podcast Movement. Bon, alors juste avant d'annoncer les sujets, je dois vous dire que nous aurons cette saison 2 micros de la marque Shure à faire gagner. Shure m'a fait le plaisir de m'envoyer des micros pour les tester, pour les essayer. Et à l'occasion de ce test qui va se dérouler durant cette saison, on pourra faire gagner 2 micros, dont le MV7, le classique MV7 XLR et USB, avec laquelle d'ailleurs je vous parle en ce moment, et le SH55, qui est un micro... Oui, Bruno. Tu es en train de dire que les microphones que tu utilises pourront être emportés par des gens? Donc, les gens vont posséder le microphone et ton ADN? De Stéphane Berthomé. Wow. Ah non, mais c'est énorme. C'est génial. Je rassure les gens, on fait un test avec le micro, je le sors de sa boîte, je le teste et je le rentre dans sa boîte. Mais l'idée, c'est quand même de les tester aussi. On va tester le MV7, le SH55. Bon, Philippe, évidemment, ça lui dit quelque chose, ça lui rappelle sa jeunesse. C'est le micro mythique, hein, c'est le micro des crooners, boîtier en métal, un son très particulier. Et on va tester aussi, bien entendu, le fameux... Ah ben vous êtes tous là, vous êtes bien arrivés les gars. Le SM7B, le SM7B, un micro Shure. Mais rassure-nous, aujourd'hui tu utilises quoi là? Et on va tester aussi le SM58. Le donc aujourd'hui on est avec le MV7 en USB. Et premier constat, Bruno, quand on a lancé l'émission, on s'est aperçu qu'il fallait augmenter un petit peu notre sortie, parce que comme on passe pas par une platine ou une console quelconque, on est un petit peu faiblard en sortie. Mais l'avantage, c'est qu'on peut rectifier ça puis l'ajuster un petit peu avec la plateforme d'activation de Shure qui s'appelle Shure Plus Motive, qui permet de faire plein de petites choses. Et j'ai d'ailleurs activé tous les automatismes du système, parce que tu peux y aller en manuel ou en automatique, et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Oui, vas-y mon cher Bruno. En tous les jours, donc ça veut dire que tu peux paramétrer ton microphone en utilisant le logiciel qui vient avec. Exactement. En fait, on y va, on est tous les jours, ça veut dire... Oui, mais ça veut dire que... Enfin, je veux bien... il faut bien que je foute le bordel un peu, parce que c'est allez, on t'attendait. De marques comme ça, ouvertement, en disant que c'est des... un micro, on a envie que on le branche, ça marche. Mais c'est le cas aussi. On le branche, ça marche. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, il faut aller dans un logiciel pour aller augmenter. Enfin, il y en a quoi? Il y en a 5% qui le font. Oui, mais, admettons, je pense qu'il y en a plus qui le font. Mais l'avantage de ça, c'est que c'est plug and play, tu branches ton micro et il fonctionne tout de suite. Par contre, si tu veux avoir des fonctions que tu aurais sur ta Rodecaster ou sur une console quelconque, tu peux les avoir via cette émulation logicielle, parce que c'est du logiciel, mais tu peux les avoir. Donc tu peux augmenter ton gain, tu peux d'ailleurs régler la distance à laquelle tu te trouves du micro, c'est-à-dire tu peux choisir d'être très près ou d'être plus loin du micro en simplement en faisant glisser la barre de choix sur ton sorte d'appli là. Donc c'est quand même assez bien fait. Moi je trouve que honnêtement là, et on fera pas la publicité pour faire de la publicité, là on fait un test, donc on va dire ce qu'on en pense de bien et de moins bien, mais je trouve que ce petit volet là
augmentation logicielle, ajustement logiciel. Moi, je le trouve intéressant. D'ailleurs, regarde, on va faire un truc, c'est que là, je suis en natural et je passe en mode dark que j'aime beaucoup moins. Tu vois, par exemple, ce mode-là, moi, il me semble un peu bizarre. On dirait presque qu'il crée de l'écho, ce qui est pas forcément super. Et là, je vais passer en mode bright, où on entend un petit peu plus la clarté, tu vois, de ma merveilleuse voix. Et où Bruno s'étonnait tout à l'heure, avant qu'on commence, que je puisse avoir l'air bright. Donc, j'en profite. En fait, de t'entendre bright. Alors, entre le premier et le deuxième, on n'a pas trop entendu la différence. Le troisième, il y a eu un petit clic où on a senti une petite légère... Ouais, moi j'aime moins le bright, là je l'entends un petit peu plus, tu sais, il est un peu plus clinquant, un peu plus métallique limite. Regarde, je vais revenir au natural. Tu vois, le natural, il est quand même plus enveloppant et il est un peu plus chaud. À mon avis, c'est le mode à utiliser avec ce micro-là. Mais tu vois, ce que je trouve embêtant, moi, avec ce microphone, le MV7, c'est le contrôle sur le microphone lui-même, avec la clé, là, ou je sais pas comment t'appelles, la manette. Ouais, c'est tactile. Pardon? C'est tactile. Donc, le contrôle tactile qui est sur le dessus, moi, je trouve qu'on y perd au niveau de l'exactitude. On a toujours l'impression d'en donner un peu plus ou un peu moins. Et ça m'agace un peu. Et quand, comme moi, tu as des très gros doigts d'ours polaire, tu trouves ça vachement difficile de faire ton truc. Et en plus, faut switcher, faut passer d'un mode à l'autre pour augmenter le volume du micro ou augmenter le volume de l'écouteur qui est branché derrière le micro. J'avoue que c'est pas super convivial. Moi non plus, je suis pas très fan. Ouais. On s'y fait vite quand même. Il y a quand même 2 boutons. Le tactile marche quand même plutôt bien. Et j'avoue que moi, ça m'a sauvé de certaines situations. Il fallait que j'augmente rapidement et hop, en un coup de doigt. Alors donc, quand on trouve que tout va bien, il trouve que tout va mal. Et quand on trouve que tout va mal, il trouve que tout va bien. On fait une formidable équipe. Alors voilà, on commence avec ce micro. On commence le test avec ce micro pendant que Philippe, et là il faut le dire publiquement, malheureusement ou heureusement, je sais pas, Philippe est en train de déguster une bière au micro. On ne sait pas quelle marque de bière. On fera pas de publicité. Non, mais si, c'est une brasserie du coin. C'est la brasserie du Cos. C'est à Brive-la-Gaillarde. C'est une petite brasserie qui est très bonne et qui fait. Mais attention, l'abus d'alcool est dangereux. L'autre, il a déjà un partenariat avec la brasserie de Brive-la-Gaillarde. Bon, alors donc, vous l'avez compris, on fera gagner 2 micros, un SH55 qu'on essaiera et le MV7 cette année. J'y reviendrai plus tard dans la saison, mais avant tout, je suis très impatient de découvrir vos sujets du jour. On va commencer par toi, Bruno. Tes 2 sujets très rapidement, et après on va aller voir avec Philippe avant de passer à la suite de l'émission. Oui, c'est à toi, Bruno. Oh mon Dieu, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça fait un peu la soupe aux choux. Les gars, épargnez-moi du montage parce que comme vous l'avez dit, on est vraiment occupé en ce moment. Non, mais tu voulais quelque chose de rapide, je te l'ai fait. Non, c'est un peu moins. Ah, ok, d'accord. Je prends quand même le temps de prononcer les mots. C'est ça, descendre d'un demi non, plus de vitesse. qu'à d'un. Je reviens sur une annonce qui a été faite par Spotify pour bonifier l'expérience des podcasters sur leur plateforme. Ça a été fait le 23 août. Des nouvelles intéressantes. Et puis aussi, la création d'un syndicat des influenceurs aux États-Unis qui inclut les podcasteurs. Et on va en parler. Les influenceurs ou les créateurs digitaux? Est-ce que c'est vraiment axé sur les influenceurs genre Instagram, etc., les créateurs de contenu? Faudrait que tu me dises, c'est quoi la différence que tu fais entre les deux? Bon, ok, on est mal parti. C'est ta journée, Stéphane. Attends, c'est à moi. Ça va pas être facile. Alors, Philippe, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à te retrouver. Quels sont tes gros dossiers de cet épisode? Moi j'ai pas mal de dossiers parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses cet été. On a beaucoup travaillé avec Podcast Magazine. On va sortir, vous savez, un dossier production de podcast et monétisation. Et l'objectif, c'est de faire un peu un instantané de la production de podcast aujourd'hui en France. Et donc j'ai passé en revue plein de sociétés, Audion, Lacmé Productions, Orso Média, Podca, Louis Média, Podix et j'en passe. Et j'ai fait des entretiens avec chacun d'entre eux pendant plus d'1 heure
pour comprendre un peu leur modèle économique et comment ils se définissaient. Il y a d'ailleurs un formulaire que toutes les sociétés de production peuvent remplir pour faire partie de ce dossier qu'on va sortir. Et puis on le mettra dans l'épisode s'il est encore temps, jeudi. Oui, on mettra. Alors, il sortira que mi-octobre. Il sortira pour le PPF, le dossier, mais là, on travaille vraiment sur le Paris Podcast Festival. Je vais parler, le Paris Podcast Festival. Je vais parler des tendances qui ressortent un peu de tous ces entretiens que j'ai eus jusqu'à maintenant. Et il y a des choses intéressantes. Et puis, je vais vous parler de Energy Group et des podcasts natifs, puisqu'il y a le côté en fait production de podcasts et il y a le côté production de podcasts natifs par les radios, pour voir un peu où elles en sont, ce qu'elles font, comment elles voient le podcast natif et le podcast de marque. C'est assez surprenant, l'exemple de Energy Group. Et puis, une petite surprise pour la fin. J'adore les surprises de Philippe. C'est un programme chargé, on va essayer de le faire en une heure. Alors cette saison, on poursuit avec notre partenaire Edisound. Vous savez, Edisound qui assure la visibilité du podcast avec des players qui sont placés sur des sites web et qui permettent d'augmenter nos écoutes de façon très substantielle, puisque la première saison a dépassé quand même 50 000 écoutes. Alors, avant de lancer l'émission avec Bruno et Philippe, dont je vois qu'ils sont très impatients, puisque Bruno sautille sur son fauteuil, un petit mot au sujet de notre partenaire avec BAM Music qui a pris fin cet été après une année bien remplie. Je vous remercie chaleureusement BAM Music parce qu'ils ont permis au Podcastologue et à moi d'ailleurs de puiser allègrement dans la magnifique collection de musique, de sons, d'effets spéciaux qu'ils ont. Et je vous invite d'ailleurs à acheter un coup d'œil parce que ce sont des ambiances, des chansons, des rythmes, des sons qui sont vraiment de grande qualité. Ce partenariat se termine, mais on peut quand même continuer à utiliser les musiques acquises pendant l'entente. Et messieurs, j'ai une question pour vous. Les musiques qui ont été acquises pendant l'entente, c'est aussi celles du générique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous lance une question. Est-ce qu'on garde le générique actuel pour cette deuxième saison ou est-ce que je change de générique? Philippe, tu as 30 secondes pour répondre à cette question. On garde le générique parce que je pense d'abord qu'il était assez dynamique, assez vivant et je trouve que c'est dommage de changer une identité sonore. Et donc, moi, je suis plutôt pour garder. Bruno, comme tu parles très très vite, compte tenu de tes origines italiennes, tu as 20 secondes. Je sens que ça va pas être facile cette émission. Désolé, on s'excuse pour le dérangement occasionné. Donc Bruno, si tu peux nous faire ça en plus que 20 secondes à vitesse normale. Moi, je conserverais le thème, parce que c'est devenu une reconnaissance sonore de l'émission et du rendez-vous. Mondial, je le sais pas, mais au niveau de la francophonie, ça c'est certain. Mais c'est sûr que maintenant que l'émission est connue à Denver, c'est la planète qui va écouter. Ouais. C'est ça. Donc c'est drôle parce que moi j'aurais changé en me disant tiens, deuxième saison, on va vers une identité sonore différente. Mais vous dites non, on reste avec l'identité sonore. Non, mais c'est toi le boss. Non, mais vous êtes quand même des alliés de poids. T'es sur la photo, c'est toi le boss. Mais si tu veux changer, tu changes. Vous allez être sur la photo du lancement de la deuxième saison. J'ai pensé à vous quand même. C'est pas rien tout ça. Bon, alors on va conserver notre musique qui est une très belle musique qui nous a été offerte par BAM Music. Tu peux nous en chanter un petit bout? Et à la fin. Et on va maintenant y aller avec nos sujets de la semaine. Avant de lancer nos sujets de la semaine, je vais commencer par mes sujets de la semaine puisque vous faites bien de rappeler qu'après tout, je suis quand même le boss. Ouais. Donc il faut un boss. Il en faut un. Donc d'abord, qu'est-ce qui s'est passé à Denver où j'étais pour le Podcast Movement? Il s'est passé énormément de choses. D'abord, un écosystème du podcasting aux États-Unis en excellente santé. Vous savez qu'on avait parlé à un moment donné d'un petit ralentissement au niveau de la publicité, des investissements. C'est pas du tout le cas. Il y a eu un ralentissement du marché publicitaire aux États-Unis, mais celui du podcast s'est très bien maintenu et a continué de progresser. Et là, on sent vraiment que on est reparti à vitesse grand V. La créativité des entreprises, moi, m'a énormément frappé. Des entreprises qui se mettent à concevoir toutes sortes de produits hyper différents et très 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 utiles et pratiques. Et je parle pas que des trucs qu'on voit beaucoup là, la retranscription, etc. Mais des choses de plus en plus originales et de plus en plus efficientes. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et puis, ce qui est formidable et ça vaut vraiment le coup de se payer le voyage au Podcast Movement parce que c'est d'abord le plus gros rassemblement, 3000 personnes qui se retrouvent sur place, mais aussi parce que s'il y a une énergie incroyable, on discute avec les gens quand on est en train de boire un café, quand on est en train d'attendre pour entrer dans une salle, quand on sort d'une salle. Il y a une discussion permanente avec des dizaines et des dizaines de personnes. J'ai d'ailleurs fait plein de petites entrevues assez sympathiques où les gens parlent de leur podcast et
il y a un truc qui est très très chouette quand on est francophone comme ça, c'est que quand on parle avec quelqu'un qui a un podcast, et c'est arrivé avec des gens qui avaient un podcast pour enfants, un podcast sur un sujet de niche, etc., et que je leur demandais, sinon ça va bien ton podcast? Oui, ça va pas mal, j'ai 2 millions d'écoutes, j'ai 1,5 million d'écoutes. Ça surprend, et en même temps ça fait du bien, parce que on se dit que quand même tout ça va très très bien. Et puis pour finir, j'ai pris énormément de temps pour faire des entrevues avec les gens de Triton Digital, de Signal Hill Insight, qui sont des grosses entreprises, hein, vous le savez, c'est pas à vous que je vais expliquer ça, mais qui sont très importantes dans l'univers du podcast. Pod News, j'ai rencontré James Creedland, j'ai fait une entrevue avec James, donc je vais vous livrer ça dans des épisodes spéciaux du Podcastologue qui seront exceptionnellement en anglais, évidemment. Et puis je voulais vous parler aussi du fait que le Podcast Movement revient à Los Angeles au mois de mars 2024. Ça s'appelle Podcast Movement Evolution. Je suis d'ores et déjà accrédité à cette occasion. Messieurs, préparez vos questions. Et puis, je voulais aussi vous parler du fait que Patreon, et vous le savez, je crois que l'un d'entre vous en a déjà parlé, si c'est Bruno, Patreon peut maintenant être utilisé sur Spotify. Spotify permet d'utiliser le paywall Patreon, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour les gens qui l'utilisaient déjà, parce que ça va leur donner une autre ouverture avec leur public. Et maintenant, on commence par lequel de vous deux? Alors, qui lève la main pour on le donne la parole à Philippe. Alors, mon cher Philippe, Bruno te donne la parole avec d'une gentillesse, d'une élégance incroyable. C'est très gentil. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. Ouais. Oui, c'est vrai, moi aussi. Son ton de voix dynamique et enjoué me manquait. Ah, tu vois. Et puis coloré par la bière locale, c'est encore mieux. C'est la bière qui fait tout en fait. À chaque fois, avant chaque podcastologue, une petite bière et tout. Ça lui humidifie les amygdales. Oui. Voilà. Oui, réjouis nos oreilles. Alors en fait, les tendances qui ressortent de la production de podcasts en France et de la monétisation après de nombreux entretiens. Alors j'ai pas fini les entretiens, il en reste encore un certain nombre puisque ça sort mi-octobre, juste avant le Paris Podcast Festival, qui sera, on en parlera peut-être tout à l'heure, des événements, qui sera une édition un peu raccourcie. À 2 jours et une demi-journée pour la version pro. Et d'ailleurs, la sélection des podcasts du Paris Podcast Festival, vous les retrouverez aussi dans Podcast Magazine numéro 3, qui devrait sortir aussi pour le PPF. Elle continue encore, la sélection, je pense, le concours pour les pros. Oui, il y a les podcasts de marque. Pour les podcasts de marque, oui. C'est encore en cours. Donc, si vous voulez soumettre un podcast de marque au Paris Podcast Festival, il est encore temps de le faire. Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible toujours. Donc, ce qui ressort vraiment de l'ensemble des entretiens que j'ai eu, c'est 2 choses principales pour leur financement et 2 leur économie. C'est le podcast de marque et ce qu'on appelle l'IP. Alors, c'est quoi l'IP? Tu t'attendais à ce qu'on te pose la question? On n'est pas tombé dans le panneau, mon petit gars. C'est vrai? À toi, c'est pas de la bière. Nous, on t'attend. C'est pas de la bière. IPA, c'est IP, ça en fait c'est la propriété intellectuelle, et donc il y a un certain nombre de structures de production qui se positionnent fortement sur la propriété intellectuelle des podcasts, et donc qui rassemblent un cheptel, une grande quantité de podcasts pour pouvoir après les décliner avec les droits associés, c'est-à-dire les droits de propriété intellectuelle qu'ils ont sur les podcasts, et donc sur l'histoire qu'il y a à l'intérieur du podcast, et le décliner en série, et le décliner dans d'autres formats. C'est tellement intéressant le point que tu amènes, Philippe, parce que ça me fait penser à l'actualité québécoise, où il y a un podcast qui s'appelle La Poche Bleue, qui s'est fait acquérir pour plusieurs millions de dollars. Et dans le fond, c'est exactement ce que tu dis. C'est pas nécessairement pour le podcast lui-même, mais c'est bien pour la propriété intellectuelle et tous les droits dérivés, là. Et l'écosystème qui venait avec. Ouais. Oui, mais quand tu parles de propriété intellectuelle, est-ce que tu parles de gens qui achètent les droits d'un podcast? Est-ce qu'on parle de l'achat de droits ou est-ce que c'est plus large que ça? C'est quoi le... On parle de l'édition.
on parle de l'édition, c'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines structures de production qui vont aller chercher des histoires et vont acheter ces histoires ou vont produire et éditer ces histoires et rassembler un peu plein d'histoires. C'est souvent des fictions, mais ça peut être aussi des documentaires qui vont être après déclinés sous forme audiovisuelle, sous forme donc au cinéma, en série télé, souvent pour la série télé. J'ai même fait une rencontre avec une personne qui est spécialisée dans ça, c'est-à-dire elle identifie tous les podcasts une sorte qui d'agente, sont une sorte de scout. Ouais, qui sont sensiblement intéressants pour les séries, pour notamment Série Mania, et qui fait en sorte d'aller chercher des idées de podcast et des concepts de podcast. Donc en fait, ce que font certaines boîtes de production, c'est qu'elles essayent d'avoir une grande quantité de podcasts pour après pouvoir puiser dedans et puis pour aussi pouvoir les traduire dans différentes langues. Il y a le multilingue qui ressort dans beaucoup des entretiens que j'ai réalisés. Ce qui ressort ensuite de l'ensemble des acteurs, c'est que... Juste avant que tu continues, je voudrais bien qu'on mette la clé sur ce point-là. Donc ça veut dire que la tendance qui quand même au début du podcasting était un peu présente, c'est-à-dire d'essayer d'adapter en livre ou d'essayer de voir si on pouvait faire une série télé, elle est en train de s'imposer de plus en plus largement. Et ça veut dire peut-être aussi, est-ce que on doit comprendre que quand on lance des podcasts ou quand on est une compagnie de production, une entreprise de production, on pense maintenant beaucoup plus à long terme sur d'autres produits dérivés. C'est ça, hein, c'est ça l'enjeu. En fait, alors ce marché-là est en train de vraiment s'étendre. C'est pas la totalité des acteurs. On va dire que c'est à peu près 50% de ceux à qui j'ai parlé qui m'ont parlé d'IP. Et j'avoue qu'IP, ça me parlait pas. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Hein. Je dois avouer que moi, IP, ça voulait pas dire franchement le côté propriété intellectuelle. Mais c'est bien de ça dont on parle. Et comment est-ce qu'on exploite derrière cette propriété intellectuelle? C'est comme une propriété, un bien matériel. Eh bien, c'est une valeur. Et cette valeur-là, ils veulent l'exploiter plus tard. Donc, on est d'accord. Ce que tu dis, Stéphane, est vrai. C'est-à-dire que on investit pour le futur et on essaye bien sûr d'en faire un podcast qui marche et puis derrière de pouvoir le décliner et de vendre les droits d'adaptation pour l'étranger, pour le multilingue ou pour éventuellement de la déclinaison au cinéma ou dans les séries télé qui ont pas mal de succès. Hein. Il y a des séries qui sont dans lesquelles d'ailleurs se passent des podcasts qui sortent et on a vu... Il y a de plus en plus de séries d'ailleurs où les protagonistes, dont les protagonistes sont des podcasteurs. Exactement. Là, ça devient vraiment un truc récurrent. Là, je le vois. Qu'est-ce que tu fais? Je vais lancer un podcast, etc., etc. Voilà. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui font des podcasts indépendants, c'est aussi de faire attention quand vous signez un contrat à ces droits de propriété intellectuelle et à savoir est-ce que vous en êtes propriétaire, est-ce que vous n'en êtes pas propriétaire. On a un expert dans Podcast Magazine, Pierre Vivant, qui peut répondre à vos questions et qui est très sympa, qui a un podcast justement sur la propriété intellectuelle et sur le droit des marques. Il est vraiment spécialisé là-dedans, donc n'hésitez pas à solliciter Pierre Vivant sur Cool, sur Podcast Magazine, cool.podcastmagazine.fr, parce qu'il est là et il peut répondre à vos questions si vous en avez de manière ouverte. Et ensuite, bien entendu, faites attention à ce que vous signez, mais ça c'est propre à toute signature que vous avez. Donc ça c'est l'IP. Encore une fois, c'est pas la totalité des acteurs, mais j'ai senti que ça ressortait à plusieurs reprises et donc il y avait un véritable intérêt à faire attention à la propriété intellectuelle. C'est une tendance, là, c'est une tendance lourde. En tant qu'auteur, voilà. Okay. Donc ça, c'est clair. La deuxième chose, c'est le podcast de marque. Bien entendu, la majorité des acteurs aujourd'hui gagnent de l'argent grâce au podcast de marque. 70% à peu près de l'économie des studios de production sont financés par les podcasts de marque et le reste, bien entendu, et sont des projets perso. C'est là où c'est beaucoup plus difficile puisque, pour résumer rapidement, avant où il était imaginable de pouvoir monétiser un podcast à 25 000 écoutes par mois, aujourd'hui, on est plus à 100 000, voire 250 000 écoutes mensuelles pour pouvoir monétiser de manière véritablement et commencer à gagner de l'argent sur un podcast. Donc on a élevé le niveau de la quantité de podcasts mensuels à avoir pour arriver vraiment à gagner sa vie avec. En deçà de ça, c'est-à-dire en dessous de 100 000 écoutes par mois, on gagne quelques clopinettes, surtout si on passe
par de la publicité, ce qu'on appelle, vous savez, intrusive, programmatique. Ou l'insertion dynamique. C'est là que on partira pas ce débat-là aujourd'hui, évidemment, mais c'est là que est-ce que d'abord, première question par rapport à ça, je sais pas si vous remarquez, mais j'ai l'impression que le micro de temps en temps me coupe comme s'il me mettait le low cut. Ah oui. C'est possible que tu l'aies activé, non? Ouais, j'ai l'impression que, mais il devrait pas faire ça parce que quand je suis en train de parler, ça ne devrait pas arriver. Est-ce que ça veut dire aussi que la quantité de les écoutes de podcasts ont généralement augmenté? Moi, j'ai quand même l'impression, et je l'ai remarqué ici au Québec, justement parce que je suis dans une démarche où je questionne beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses sur leurs écoutes. J'ai l'impression quand même qu'on a une tendance très très à la hausse sur le nombre d'écoutes. J'ai été surpris de voir que le nombre d'écoutes de certains podcasts continue d'augmenter de façon vraiment importante. Est-ce que c'est le cas en France? Est-ce que vous sentez cette tendance-là? C'est assez difficile parce que il y a pas vraiment de statistiques ouvertes à la OP3. On pourra en parler tout à l'heure dans les prochaines innovations qu'on peut imaginer, mais parce qu'il faudrait que tout le monde puisse passer par une statistique ouverte comme fait PodNews avec ses podcasts, et là on pourrait avoir vraiment une véritable tendance. Alors on a des solutions qui nous permettent de pouvoir avoir quelques statistiques, mais c'est très compliqué de pouvoir vraiment savoir si, en tout cas ce qui est certain, c'est que l'audience en France augmente, mais elle n'explose pas. Et il manque toujours cette star du podcast. Et pour finir sur les tendances qui ressortent, tout ça a été confirmé, et on aura un entretien avec elle par la Podcast Princess. Je ne sais pas si vous connaissez la Podcast Princess, puisqu'on aura la chance d'avoir les conseils de Hala Taha. Je ne sais pas si vous la connaissez, Hala Taha. Non, pas du tout. Elle s'appelle la Podcast Princess. Elle a en fait depuis 5 ans développé tout un réseau et maintenant une véritable industrie avec 40 salariés sur son concept de podcast, et elle développe des podcasts pour d'autres, et elle fait en sorte d'avoir des annonceurs qui monétisent, et elle confirme que aujourd'hui aux États-Unis, si on n'a pas 250 000 écoutes par mois, il est très difficile de gagner sa vie. Donc elle vit aux États-Unis là. Ah oui, c'est une américaine. Oui, mais les réseaux de podcasts aux États-Unis, Philippe, c'est absolument courant. Moi, j'ai été complètement impressionné par le nombre de gens qui sont à la tête de 10, 20, 30 podcasts qui cumulent des millions et des dizaines de millions d'écoutes. Là, c'est vraiment très surprenant. La différence, c'est que les podcasts existent depuis plus longtemps aux États-Unis, et donc ils ont cumulé un nombre d'écoutes. À moins que tu parles de l'écoute mensuelle. Pas forcément, ouais. Mais l'écoute mensuelle, c'est pareil. L'écoute mensuelle, elle est dédiée par rapport au nombre d'épisodes que tu as. C'est-à-dire que les épisodes, si tu as beaucoup d'épisodes, tu vas avoir beaucoup plus d'écoutes au fur et à mesure du temps. Il faut quand même penser que tu as un bassin d'auditeurs de 300 millions locaux, mais que tu peux aussi aller toucher des auditeurs qui sont à l'extérieur du pays, évidemment. La langue française va être une deuxième langue au monde dans peu de temps, puisque par contre, est-ce que tout le monde a écouté des podcasts, c'est moins sûr, mais le français là, en Afrique, c'est en train d'exploser. Le nombre de gens parlant le français est en train d'exploser, et les prévisions sont incroyables pour le français. Tant mieux, mais bon, bref, on est vraiment dans une tendance qui est aux États-Unis très très positive. Alors c'est toujours bizarre de se poser la question. C'est toujours un peu étrange de voir que ça se répercute pas tant que ça sur les autres marchés. Est-ce que ce marché il est si différent que ça des autres? Moi, j'ai quand même l'impression ici au Québec, au Canada, quand je regarde les écoutes des podcasts, que ça progresse quand même assez vite. Bruno, tu pourrais nous en parler. Ton podcast, il ne cesse de progresser. Tu noues des nouveaux partenariats, etc., etc. Et j'ai l'impression quand même que moi, tous les podcasts à qui je parle et qui sont dans une certaine qualité de production vont plutôt bien. Est-ce que tu as d'autres actualités ou d'autres tendances que tu voulais nous partager? Non, là, sur cette première partie, après je vous parlerai d'énergie et
Énergie. Ok, allons voir Bruno. Qu'est-ce qui veut nous expliquer. T'as 2 sujets, Spotify podcasting. Oui, effectivement, je voulais apporter à l'attention des gens qui sont présents sur Spotify, parce que il y a des gens qui font les choix de ne pas y être, mais pour ceux qui y sont, il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont proposées aux podcasteurs, et notamment, et puis je vais y aller rapidement là-dessus, question par la suite, je serais curieux de vous entendre réagir là-dessus, mais contrairement à ce qu'on pouvait faire par le passé, c'est-à-dire qu'une page d'un podcast de Spotify, c'était une longue liste d'épisodes qui s'enfilaient, un peu comme on connaissait sur Apple Podcast et d'autres plateformes de podcast. Mais là, maintenant, Spotify va permettre aux créateurs les créateurs ou les podcasteurs, là, ou les influenceurs qui font du podcast, vont pouvoir leur permettre de mettre de l'avant des épisodes spécifiques. Donc, on pourra mettre le focus sur des éditions spéciales, ou si on fait des entrevues qu'on veut les mettre de l'avant parce qu'on sait qu'ils sont porteuses, on va pouvoir le faire. On pourra promouvoir d'autres podcasts. Ça fait un clin d'œil à ce que Philippe disait tout à l'heure. Alors, si on fait partie d'un réseau de podcasts, on peut faire, si on a des ententes de réciprocité avec d'autres podcasteurs, on peut faire de la promo pour d'autres podcasts à même notre page. Ça, c'est intéressant. Et puis aussi, il y a la possibilité d'afficher des bannières promotionnelles sur leur contenu payant. Là, on est très loin de ce que Apple offre pour le moment. Alors là, on pourra vraiment proposer l'offre complète. Et puis aussi, ça nous permet, puis ça, c'est un truc qui manquait, et ça prenait pas l'expression québécoise, la tête à Papineau. J'ai toujours été surpris de voir que c'était pas possible d'être fait. Mais là, finalement, Spotify permet d'ajouter des liens vers les réseaux sociaux des podcasts. Quand même, fallait y penser, là c'est fait. Et puis aussi, là, ce qu'on va permettre de faire aux podcasteurs, c'est que les podcasteurs pourront maintenant sélectionner leur propre aperçu audio. Dans le passé, ce qui est en train de s'installer, c'était qu'à l'occasion, Spotify faisait la promo de certains podcasts, mais là, maintenant, et là, c'est autant podcast audio que podcast vidéo. Là, les programmateurs ou les podcasteurs qui voudront prendre le temps d'investir et de faire de courts extraits, eux pourront s'assurer d'avoir le contenu qui les intéresse à être vu en promotion. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Sinon, je rajoute un point, puis après, je vous laisse réagir. On ajoute aussi du côté des outils d'analyse. Notamment, maintenant, on va permettre de voir le nombre total d'impressions pour les émissions. Évidemment, dans un total, ça a toujours été là, mais là, pour chacune des émissions et chacun des épisodes. Alors, on va pouvoir évaluer finalement en détail la performance de l'une production par rapport à l'autre. Et puis aussi, ce qui va être intéressant, et je termine avec ça, c'est qu'il sera possible maintenant d'analyser les données tendances, question de voir qui nous écoute et d'où ils viennent et qu'est-ce qui les intéresse. Donc ils ouvrent un peu les statistiques, ce qui est pas plus mal parce que c'est quand même un élément clé. Moi, j'ai jamais compris pourquoi Apple Podcast et Spotify. Jamais compris. Je comprends, mais je suis pas du tout d'accord avec cette philosophie-là, qui est de dire on garde les données. Évidemment, ça vaut de l'argent ces données-là et ça a de la valeur pour eux, mais en même temps, les ouvrir à l'écosystème, ça permet aux podcasteurs et au système lui-même de mieux fonctionner. Ça permet à l'univers du podcasting de s'ajuster, de s'adapter, de progresser plus vite. Donc c'est vraiment une rétention qui, à mon avis, nuit même à leur propre développement à eux. Mais dans le cas de... Je suis loin d'être un stratège. Mais dans le cas de je pense qu'ils s'en foutent un peu. Dans le cas de Spotify, oui. Dans le cas de Spotify, c'était logique parce que eux sont sur un modèle de placement publicitaire. Donc tout ce data-là, pour eux, c'était précieux et ils voulaient pas nécessairement le partager parce que ça leur permet de faire du ciblage publicitaire. Dans le cas d'Apple, ça n'a rien à voir parce que c'est pas utilisé. Alors c'est là où il y a une différence importante. Moi, j'aimerais que tu nous expliques un peu plus là. Tout ça, ça va se passer quoi? Derrière une plateforme? C'est une sorte de deck que tu si peux... vous avez accès à la section de podcasteurs de Spotify, vous allez avoir accès automatiquement à ça. Ou normalement, vous alliez chercher vos statistiques, vous avez l'information qui est en lien avec votre podcast qui est référencé sur Spotify. Là, vous aurez les données, évidemment en lien avec l'écoute qui est faite sur la plateforme. Ça ne comprendra pas les autres écoutes faites ailleurs, mais au moins déjà, sachant que dépendamment des marchés qui nous écoutent, il y a des zones sur la planète où la majorité des écoutes maintenant faites sur un podcast viennent de Spotify. Alors dans ce contexte-là, c'est intéressant. Puis si c'est pas votre cas, au moins ça vous donne un échantillonnage des gens qui s'intéressent à votre production.
Donc tu peux placer une bannière, c'est-à-dire que tu peux acheter directement une publicité via le deck, là, via la plateforme. Quand tu dis que tu peux promouvoir des podcasts partenaires ou de X ou Y, comment ça se passe? Est-ce que c'est un insert dans ton flux RSS? Pas carrément, c'est à l'intérieur de la page. Il est possible de faire la promo de d'autres podcasts. Alors, par exemple, probablement que dans les mois à venir, je ferai une promo du Podcastologue sur la page de mon carnet. Et inversement. Merci. Et puis, probablement que s'il y a d'autres podcasts d'intérêt avec qui je collabore à l'occasion, je pourrais aussi les annoncer là. Ça, je trouve ça intéressant. Vraiment, puis c'est vertueux parce que ça permet d'augmenter les échanges de visibilité. Et Dieu sait si on connaît au résultat des statistiques le fait que les consommateurs de podcasts ne cessent de rechercher des nouveaux podcasts, ne cessent de rechercher des nouveaux contenus. Et donc, leur en mettre dans les oreilles, c'est vraiment le meilleur moyen de continuer à faire découvrir nos contenus les uns et les autres. Philippe, tu voulais apporter une pierre là-dessus. Je vais faire encore mon voilà, grincheux. Philippe. C'est encore une fois une autre plateforme qu'il faut configurer. Et si chaque plateforme se met à faire sa plateforme... Il a une fatigue numérique. Philippe souffre de fatigue numérique. Alors je pense que d'abord, je ne suis pas le seul. Je pense que vous avez entendu parler de la faille de LinkedIn là, qui est en train d'arriver, où on en a marre que les gens transforment toute action de ta vie personnelle en un effort qui te permet de développer ton business. Il y en a ras-le-bol de ça. Ouais, mais ça, c'est pas la fatigue numérique, ça, c'est je trouve que ça fait partie de la forme de communication. Oui, mais je trouve que ça fait partie de la fatigue numérique. Non, mais sans parler de fatigue, il y a un moment où on ne peut pas gérer 7 ou 8 plateformes de manière différente. Et aujourd'hui, on sait bien que les plateformes... Alors oui, ok, avant c'était Apple Podcast qui était incontournable, maintenant ça l'est moins. Donc ça veut dire qu'il y en a 2 voire 3 qu'il faut gérer. Après peut-être que Spotify, parce que bon, ils font pas que des choses bien, Spotify, ils se plantent aussi. Hein. On l'a bien vu depuis un an. Ils ont investi des choses où il fallait pas investir. Là, ils sortent des trucs qui demandent encore plus de travail. Moi, je me pose des questions si vraiment... Alors, oui, pour les grosses boîtes qui ont des mecs dédiés à ça, ok, peut-être que c'est intéressant, ou ceux qui ne vont que sur Spotify. Mais on sait pertinemment qu'aller que sur une plateforme, c'est une erreur. Donc, moi, j'ai peur que ça soit encore chronophage. Sauf que oui, tu as 100% raison. Je pense qu'on est vraiment d'accord avec toi. Moi, je le vois au quotidien. J'essaye de tester un truc. Je me dis, punaise, encore une plateforme, encore un mot de passe, encore un accès à ajouter. C'est assez. Des fois, j'en ai la tête qui tourne. Mais vraiment, t'as raison. Et en même temps, on est dans un modèle. Moi, je le vois là, puis je l'ai vu à Denver, dans une explosion de solutions qui, pour l'instant, est assez nous fait tourner la tête là. Tu sais, pour l'instant nous fatigue plus qu'autre chose, mais qui, quand elle va se rationaliser, se concentrer et se recentrer, va quand même donner des choses assez, je pense, assez extraordinaires. On est vraiment dans le moment, on est comme dans le chaos là. Et de ce chaos là vont naître ou vont rester les meilleurs produits, les meilleures solutions, etc. Ça va s'écrémer tout ça. Tu veux dire quand YouTube aura lancé son RSS? Ça y est, ils sont en train de le faire. Non, je pense pas que ce soit... Ça, c'est une autre plateforme sur laquelle il faut passer du temps. Mais gardez en tête... Là-dessus, je vous ferai écouter James Cridland qui m'en a parlé. Mais pour faire du mélange sur ce que tu dis, Stéphane, je pense, l'exemple de l'intelligence artificielle. Regarde comment, dans les derniers mois, il y a les grands joueurs d'outils pour les podcasteurs qui ont été chercher différents services qui étaient disponibles, en ont fait l'acquisition ou ont fait des partenariats et les ont intégrés à même leurs services. Je pense que il faut donner encore un peu de temps, voir ce qui est essentiel, ce qui est important comme outil, puis on va voir l'agrégation de ces services-là rentrer ou l'amalgame de ces services-là dans des lieux plus populaires. Il faut dire aussi que, Philippe, on est quand même, on est un peu, sans prétention, mais on est quand même un peu les astronautes du système là. Je sais que toi, comme moi, comme Bruno,
on essaye toutes les solutions qui nous passent sous les yeux, que ça soit une amélioration logicielle d'un enregistrement, que ça soit une voix numérique, et là il y en a 4, 5, 6, 7, 8 entreprises qui font des choses intéressantes, que ça soit du montage, que ça soit du mixage, que ça soit du mastering, que ça soit de la retranscription. Il y a combien de compagnies qui font de la retranscription aujourd'hui? Il en sort une par semaine. Des speech machins, des squeeze trucs, c'est de la folie. Donc c'est normal qu'on ait la tête un peu qui tourne parce qu'on est plongé là-dedans. Moi, je suis pas sûr que le podcasteur ou la podcasteuse qui fait son podcast régulièrement, qui s'applique à faire son travail, soit vraiment complètement pris là-dedans et que ça lui tourne la tête. Moi, je pense que ça passe au-dessus de beaucoup de gens et c'est tant mieux. Et nous, notre passion, c'est de mettre le nez là-dedans. Mais encore une fois, je pense que c'est pour le mieux, pour que à l'avenir, ça se rationalise. Peut-être que je suis un peu trop optimiste, on verra bien, mais en tout cas, je le crois. Est-ce qu'on passe à ton sujet suivant, Bruno? Oui, rapidement, simplement, moi, je voulais porter à l'attention également des gens que depuis le 28 août dernier existe le Creators Guild of America. Évidemment, c'est en marge du conflit de travail du syndicat des vedettes, des acteurs américains. Et ben là, il y a eu tellement de pression faite auprès des influenceurs et de là l'utilisation du terme que j'ai fait au début de la rencontre. Donc, il y a tellement d'influenceurs qui se sont fait mettre de la pression par le syndicat des acteurs qui se sont dit peut-être qu'il faudrait peut-être se syndiquer pour avoir une force. Et donc maintenant, le Creators Guild of America, ça regroupe des personnalités, des influenceurs, des célébrités, des joueurs, des blogueurs, des podcasteurs, des YouTubers, des twisters, des tweeters et l'idée... Des TikTokers. Oui. Là, sort toutes les plateformes si tu veux. Des Blue Skyers aussi. Et là-dedans, les critères pour se retrouver là-dedans. Et puis, au niveau des exigences, il y a une série de points, mais il y en a seulement, il faut au moins répondre à 2 au minimum. Tu vas y arriver, Bruno. Et merci. Et être parrainé par un membre déjà de la guilde. Donc, il faut au moins avoir 15 000 abonnés sur 3 plateformes ou moins. Il faut au moins avoir 25 000 visites mensuelles sur le site web ou plus. Il faut être sur une plateforme vérifiée, donc avoir un petit badge bleu quelque part, sauf sur Twitter, parce que sur Twitter, on peut l'acheter, X. Et puis, il faut avoir fait de l'activation payante, dont des activités là, de partenariat avec des commanditaires d'une valeur supérieure à 15 000 $ sur une période d'1 an. Et puis, finalement, 5 opérations créatives qui ont été confirmées par des grands partenaires. Alors, si vous répondez à au moins 2 de ces 5 critères-là, vous pourriez être membre du Creator Guild of America. Et pour l'être, il faut être parrainé par un membre actuel et ça coûte 99 $ US par année. Mais les podcasteurs vont avoir quand même à part les gros podcasteurs, mais vont avoir du mal à entrer là-dedans parce que il va falloir démontrer que tu as fait, c'est quoi, c'est l'option partenariat pour eux, parce que tu oublies la validation d'un réseau social, ils sont pas du tout validés. Regarde, je prends mon cas, là. Je suis validé sur... oui, c'est vrai, on parle de gros podcasteurs. Non, mais si je prends mon cas, ça marche parce que je suis validé sur... je suis validé sur Facebook. Mais t'es Bruno Gugli Minetti, le spécialiste des nouvelles technologies. J'espère que t'es validé sur Facebook, sinon tu t'étais plus dans la prochaine émission du Podcastologue, mon vieux. Hein. Ah, c'est vrai. Et on trouvait ça violent aujourd'hui. Ils vont dire, c'est quoi ce retour en ondes? Donc, je reviens sur... Donc, oui, c'est possible. Si c'est possible pour moi, c'est possible pour d'autres. Donc, tu fais partie du guild? Non. Parce que tu veux pas payer 100 €. Moi, ce que je trouve, c'est 130 $, 140 $ canadiens. Moi, ce que je trouve, c'est intéressant. Il y a toujours un intérêt à un mouvement comme ça. Après, c'est tellement large. Mais ça, quelle valeur, ce truc? C'est ça, comment ils vont, ça sert à quoi finalement? En fait, c'est quoi? C'est de l'image. C'est que de l'image. Non, mais c'est aussi, ils vont te donner des conseils, il va y avoir un service d'avocat, j'imagine, pour rédiger les contrats, ou des choses comme ça. Exactement. Oui, puis ça montre que tu es un professionnel de l'industrie. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu fais partie de la guilde. Une certification. Mais aux États-Unis, c'est ça. Aux États-Unis, des guildes, il y en a plusieurs. Là, c'est un phénomène un peu. C'est un outil de reconnaissance. Ouais. Puis c'est un outil de valorisation de. Nous, on fait le guild du podcast.
Oh mon Dieu, elle est très 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 bonne. Bon messieurs, moi j'ai encore quelques questions pour vous. On est déjà bien avancé dans cette émission, mais quand Mais même. j'avais un autre sujet, moi. On me zappe. Ouais. Mais non, mais on peut faire ton sujet après mes questions ou... Ah bah ouais, bien sûr. Non, mais faisons ton... Moi, si t'es pressé de parler de ton sujet, parce que vas-y. je veux l'entendre. Alors vas-y, Non, mais on parle voit de ton le sujet. temps passer et puis Philippe, il se Je mord sais, les vous lèvres. avez peur, Philippe, il a peur de se faire, Ouais, non, mais- de se faire squeezer. Vas-y, alors Griller fais mon sujet. Non, vas-y, fais-nous ton sujet, vas-y. Alors l'objectif, Oui. c'est un peu en lien avec le dossier production podcast, puisque je suis allé côté station de radio pour voir où est-ce qu'ils en étaient au niveau du podcast natif, et si il y avait vraiment une approche, et j'ai découvert une approche assez originale et assez bien faite côté Energy Group, où j'ai eu le responsable de Energy qui a une équipe dédiée au podcast natif, ce qui m'a surpris pour une radio comme Énergie, et qui ont aujourd'hui 12 podcasts natifs non diffusés sur les antennes et 20 podcasts de marque. Et oui, des podcasts de marque, et ils ont même formé leurs équipes commerciales et leurs animateurs sur la narration dans le natif. Donc il y a une vraie prise de conscience au sein du groupe Énergie sur les podcasts natifs. Ils font ça en partenariat avec AudioMeans pour les podcasteurs indépendants, puisqu'il y en a aussi qui peuvent travailler pour Énergie en tant que podcasteur indépendant. Et puis ils sont monétisés par TargetSpot. Bien entendu, l'objectif, c'est de développer ça. Et ce qu'on peut noter quand même qui est assez intéressant, c'est que dans les 6 premiers mois de 2023, ils ont réussi en 6 mois à faire le chiffre d'affaires de 2022. Donc il y a un vrai potentiel de business pour les radios qui est en train de se développer. Mais il y a surtout, pour moi, quelque chose qui m'a surpris, c'est le fait d'avoir des équipes dédiées et surtout des équipes qui prennent les codes du podcast natif et les respectent. Et ça, je trouve que c'est une ouverture d'esprit de la part des radios qui est assez intéressante en termes de stratégie. C'est surtout une ouverture de portefeuille. J'ai l'impression quand tu annonces les chiffres qui expliquent qu'en 6 mois ils ont fait le chiffre de l'année. Je voudrais préciser, si vous constatez que le son de mon micro est un peu différent, que je suis revenu au mode manuel et donc que j'ai activé le Presence Boost et un léger compresseur sur mes options du micro du MV7. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est correct, mais c'est pas aussi chaud que ce à quoi je m'attendais. Tiens, on va aller pousser un petit peu plus le compresseur. Voilà, peut-être que c'est beaucoup, hein. Ça sonne fort. Alors on revient en arrière. Question, quand tu dis qu'ils travaillent avec des podcasteurs indépendants, est-ce que ça veut dire que Énergie se met à produire des podcasts sur une idée ou un concept qui est proposé par un podcasteur indépendant, c'est ça ? Ouais, et puis c'est l'objet de toute l'étude qu'on fait avec les radios, c'est savoir est-ce que vous travaillez avec des podcasteurs indépendants et est-ce qu'un podcasteur peut venir vous proposer des sujets ou travailler avec vous, et c'est le cas. Donc c'est pas le cas chez toutes les radios. Pour l'instant, je suis en train de faire l'étude sur la majorité des grandes stations. Après, il y a bien entendu les radios musicales privées qui, elles, ont plutôt une approche de podcast semi-natif. Alors, vous allez me dire, c'est quoi semi-natif ? Eh bien, semi-natif, c'est simple, c'est-à-dire qu'on va réaliser une interview d'une grande personnalité où il y a 1 heure à l'antenne, mais l'interview dure 2 heures, et donc on va diffuser l'heure restante ou les 2 heures en podcast, et donc donner une valeur ajoutée au podcast en semi-natif, puisqu'il y a la moitié qui va être diffusée à l'antenne et la moitié qui sera diffusée en podcast replay. Ce que certaines personnes semi-natif. Ce que certaines personnes faisaient au Québec en 1994, pour ne pas les nommer, Bruno, à Radio-Canada. C'est ça que vous faisiez quand vous utilisiez les rushs de l'émission. C'était quelle émission déjà ? C'était Radionet, et on faisait 30 minutes pour l'antenne et une 50aine de minutes pour l'Internet. Ouais. C'est un pionnier. Ouais, c'est intéressant. En même temps, la question que je me pose, c'est est-ce que les radios vont devenir... Bon, par exemple, si on prend Radio France produit du podcast en interne et produit des podcasts qui lui sont soumis par des gens de l'externe. Est-ce que les radios en France vont devenir aussi, à l'instar des maisons de production, Paradiso, Binge et autres, des vrais producteurs, des producteurs de podcasts natifs qui sont initiés par des particuliers? Est-ce qu'ils vont entrer dans ce jeu-là, à ton avis, Philippe?
Par des particuliers? Bah oui, moi j'ai une idée de podcast, je suis un podcasteur français, j'ai une idée de podcast, j'appelle Énergie ou j'ai une plateforme sur Énergie pour soumettre mon projet, on me dit oui c'est intéressant, on va te donner un budget, on va te le diffuser, va y avoir un partenariat, tu vas être l'auteur de ce projet-là, etc. Est-ce que ça c'est en train de devenir une pratique courante? Ça, c'est une tendance? Ça c'est pas encore le cas et je pense que en tout cas ils sont ouverts à ça. C'est-à-dire que c'est un peu, et c'est un peu ça que je veux essayer de ressortir dans le dossier, c'est de montrer quelles sont les radios qui sont ouvertes à ça et quelles sont celles qui ne le sont pas et pour lesquelles c'est même pas la peine d'essayer parce que c'est aussi perdre son temps et d'avoir le bon contact pour le faire si on a envie de le faire. Au fond, quand on regarde bien, les radios ont un intérêt réel, bon, je pense qu'elles le savent toutes plus ou moins, à aller vers l'univers du podcasting, vers l'univers de l'écoute à la demande, qui est vraiment le phénomène, et je le répéterai encore pendant certainement des mois et des années, mais qui est le phénomène qui va submerger l'univers des médias et des communications. Mais ils deviennent des acteurs importants de l'écosystème de la production de contenu audio, ils vont dynamiser cette production. Parce qu'aujourd'hui, elle tient beaucoup sur les maisons de production, on parle en France, mais ici au Québec c'est pareil, elle tient beaucoup, quoique c'est un peu différent chez nous, parce que chez nous, tu vois par exemple les médias comme Radio-Canada sont des très gros producteurs de contenu. Radio-Canada produit une quantité impressionnante de contenu, qui soient des contenus internes ou des contenus externes avec des gens comme moi par exemple qui font des contenus pour eux. Radio France le fait aussi, mais si plusieurs radios importantes se mettent à devenir des joueurs majeurs de la production, ça peut contribuer à dynamiser le système. Et moi, je pense que ça, c'est intéressant pour l'écosystème du podcasting. En tout cas, je pense que il faut compter avec les stations de radio qui, par ce biais-là aussi, ajoutent une corde à leur arc. Parce qu'il y a certaines radios quand même, on va pas parler de Radio France, entre guillemets, Radio France qui aussi produit des podcasts de marque, ce qui est assez inadmissible pour un service public. Je referme la parenthèse. Et le podcast n'ayant pas d'aide spéciale pour la production, il est un peu anormal que le service public produise des podcasts de marque ou des podcasts en marque blanche pour des sociétés ou des structures qui peuvent alimenter l'industrie du podcast qui en a besoin. Donc c'est un peu pour ça que je trouve ça assez inadmissible et mais ça c'est un jugement personnel. Donc oui, je pense que c'est plutôt en fait, il faut certaines radios vont se positionner là-dessus et elles ont raison. Après, de là à programmer, et là, encore une fois, attention avec les éditeurs de programmes qui sont éditeurs, qui sont producteurs, à la propriété intellectuelle de votre podcast quand vous faites un accord avec les médias ou avec n'importe qui d'ailleurs. Contacter un spécialiste de la propriété intellectuelle avant de signer n'importe quel ou poser des questions, tout simplement poser des questions à la personne qui te demande de signer le contrat. Et qu'est-ce qu'il en est des droits dérivés, qu'est-ce qu'il en est des droits d'adaptation littéraire, d'adaptation cinéma, etc. Si c'est pas clairement indiqué dans le document, ça doit l'être d'une façon ou d'une autre. Question, que devient le Koé, justement, puisque tu parles de radio et de podcast, qu'est-ce que ça devient son projet là? Podcasterie. Est-ce que ça devient ce qu'il pensait que ça allait devenir, c'est-à-dire quelque chose de très énorme comme il l'annonçait tout au début? Écoute, Podcasterie, comme toute structure de production, développe beaucoup de podcasts de marque à côté de Podcasterie. C'est une fabrique à podcasts d'histoire, grand public, assez générique et qui font les choses bien et donc qui produisent des podcasts peut-être pas forcément très incarnés, mais il y en a certains qui peuvent être un peu incarnés. Et là, ils sont sur le travail d'une deuxième levée de fonds pour développer encore plus leur développement et faire en sorte, je pense, de se diriger aussi un peu plus vers des podcasts incarnés peut-être. Et moi, je me pose toujours la question, pourquoi est-ce que une des personnalités les plus connues, la plus identifiée en France, qui a une structure qui s'appelle Podcasterie, ne lance pas un podcast personnel. Tu veux dire Koé en lui-même?
s'il y a une personnalité qui est quand même connue de tout le monde, c'est Koé. Il a une boîte de production de podcast. La moindre des choses, ce serait de lancer son propre podcast et de gérer sa communauté avec un podcast incarné, personnel, ce qui fait un peu aussi. Faut que tu lui poses la question. Pourquoi tu lui poses pas la question? Pose-lui la question parce qu'il a certainement des très bonnes raisons de pas le faire. Peut-être qu'il a pas envie lui-même de mettre son nom justement dans la mécanique qu'il est en train d'organiser. Alors on va pas dévoiler tous les secrets, mais il est en train de se passer des choses. Des changements sont annoncés. Ok, tu lances des perches pour le futur. Il se lance tout seul des perches pour les prochains épisodes du Podcastologue. Il est très très fort. Alors justement, question. Messieurs, dans les dernières minutes de cette émission, à quoi on doit s'attendre au second semestre 2023 dans l'univers du podcasting? Je vous laisse aller les uns et les autres. Bruno a fait des gros yeux comme s'il était figé. Donc, Philippe, on va commencer par toi. À quoi on s'attend sur le prochain semestre de cette année-là? Moi, j'ai un gros questionnement sur YouTube. Je dois dire que l'annonce de l'hébergeur YouTube, de l'hébergeur podcast YouTube peut être un game changer. Alors, YouTube a lancé des trucs qui ont des fois jamais marché et ils sont plantés. Là, ils connaissent l'hébergement. Ils savent ce que c'est, ils connaissent le modèle économique et toutes les sociétés qui aujourd'hui ont fait leur business autour de l'hébergement avec des produits, des valeurs ajoutées sur des solutions, alors que le RSS est tout sauf payant. Le RSS est un flux qui est gratuit. On peut sur son WordPress générer un flux RSS sans aucun problème et être propriétaire sans avoir aucun hébergement. Et là, on a un acteur qui donne gratuitement de l'hébergement vidéo en échange de publicité imposée et va faire la même chose et va appliquer la même solution avec les podcasteurs. J'ai peur que ça soit un game changer pour beaucoup d'acteurs dans l'hébergement de podcasts. Oui, là t'as raison, mais je suis pas sûr que ce soit un game changer très positif dans l'univers. J'ai pas dit que c'était positif. Dans l'univers audio. D'ailleurs, James Cridland aussi trouve que comment il m'a dit ça? Il m'a dit je suis pas sûr de vouloir que YouTube réussisse son pari. Ce qui en dit long sur ce qu'il pense de tout ça. Puis il vous en dira plus dans l'entrevue que je vais diffuser. Bruno, toi, qu'est-ce que tu vois comme tendance majeure là, qui va se décliner sur les 6 prochains mois? Moi, il y a deux choses. Effectivement, il y a le point de Philippe. Moi, j'ai bien hâte de voir comment YouTube va. Déjà, ils ont fait leur entrée. Là, ça fait 1 an qu'il est possible de faire la promo d'un podcast de belle façon sur YouTube. Ça, c'est une chose. L'autre chose, et ça revient encore avec l'intelligence artificielle, c'est justement l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la production de podcasts. Moi, j'ai bien hâte de voir dans les 6 prochains mois qu'est-ce qu'on va nous offrir comme outil avec l'utilisation, que ce soit avec OpenAI ou d'autres producteurs d'intelligence artificielle. Moi, je crois que l'un des points majeurs qui va se produire, et c'est peut-être pas dans les 6 prochains mois, mais disons dans la prochaine année, c'est l'adaptation à la traduction automatisée quasiment en direct, ou en tout cas, toutes les technologies qu'on est en train de voir qui sont éparpillées. Caption qui, par exemple, fait la correction du regard sur les vidéos. Rask AI qui fait de la traduction, pas simultanée, mais pas loin. Même, je pense qu'ils travaillent sur de la semi-simultanée là, etc. Pour moi, tout ça va et dans la vidéo et dans l'audio impacter rapidement et nous permettre, par exemple, d'avoir une émission comme on l'a aujourd'hui et de la diffuser sur un canal en français et sur un canal en anglais et un autre en espagnol et un autre en arabe et un autre en italien sans aucune difficulté parce qu'on aura et de la traduction de très bonne qualité et conserver en partie le timbre des voix et l'élocution des uns et des autres. Pour moi, c'est ça la grande prochaine innovation. Puis ça fait peur, mais en même temps, pas tant que ça, parce que je trouve que c'est un facteur d'ouverture. J'ai l'impression, en fait, la question de l'évolution des technologies dans l'univers audio, quel est l'impact négatif versus les bénéfices? Et j'ai l'impression que là, le bénéfice, il est quand même à l'avantage des créateurs, parce que on va toucher un public de plus en plus large. Alors, il faudra pas se perdre non plus dans toutes les solutions, mais je pense que c'est quand même un beau point, oui. Bruno? Ouais, mais il y a 2 trucs là-dessus. D'une part, Caption offre déjà donc la traduction en gardant le thème de la voix de la personne. Je me suis amusé quelquefois avec ça. À l'heure actuelle, il n'y a que 2 intervenants qu'on peut avoir, mais on nous promet que bientôt 3 et 4 intervenants
dans une même discussion pour être traduit et de bonne façon. L'autre affaire, c'est tu sais, par rapport à le défi, c'est beau de faire ça dans une langue, mais gardons-nous toujours en tête que s'il y a un intérêt d'écouter notre discussion, c'est parce que on connaît bien le marché francophone, on est représentatif de le marché francophone, et donc les gens qui nous écoutent principalement, ce sont des gens qui sont intéressés par ce marché-là. Si on offrait le podcastologue en anglais ou en polonais, ou en suédois, je suis pas certain que ça pourrait intéresser autant de gens. C'est sûr que ce serait merveilleux. Ouais, mais je suis puis moi, d'accord. la dernière année, j'ai fait le test avec Thoughts About Digital Life, Ouais. qui était la version anglaise faite avec des voix de synthèse. Ça a jamais décollé. Puis pourtant, j'ai investi de l'argent dessus parce que je voulais voir si j'ai acheté la publicité, de la visibilité, mais non. Parce que dans le marché francophone, ben, ça veut dire quelque chose, mais du côté anglophone, l'offre est tellement large. Je suis tout à fait d'accord, mais tu sais, si tu imagines par exemple quand on parle du marché français que les Italiens peuvent être intéressés, les Espagnols peuvent être intéressés, les Allemands peuvent être intéressés, il y a quand même au niveau européen un melting pot assez intéressant. En Amérique du Nord, les Espagnols sont très intéressés par ce qui se passe dans l'univers nord-américain. Bon, bien sûr qu'il y a énormément d'Espagnols qui vivent aux États-Unis et tous ou une immense majorité parlent évidemment anglais, mais par exemple moi si je prends justement les entrevues que j'ai fait à Denver, j'ai fait des entrevues avec les gens de Triton Digital, j'ai fait des entrevues avec Signal Hill Insight, j'ai fait des entrevues avec Pod News, etc. Ces entrevues elles intéressent le public français parce que elles parlent de l'impact de l'évolution du marché américain sur l'avenir du podcast en général. Moi je pense que ces entrevues-là, ça serait cool de pouvoir les avoir aussi en français pour le public francophone, tu vois. Dans ce sens-là, ça peut être utile. Oui. Alors évidemment, c'est vrai que c'est toujours les mêmes qui bénéficient le plus de la technologie, mais il reste que quand même, c'est un élément important, ça, je trouve. Puis, ça nous obligera peut-être aussi à nous adapter parce que qu'est-ce qui nous empêche de parler du marché américain? Qu'est-ce qui nous empêche de parler de l'évolution des technologies bien plus largement que le Canada ou l'Europe? Moi, je pense qu'on peut aller vraiment. Puis toi, par exemple, je pense à tes histoires. Moi, j'aime beaucoup écouter les petits épisodes que tu fais sur l'histoire. Le passé connecté. Ouais, le passé connecté. L'histoire des grands moments technologiques ou des grandes inventions ou donc les coulisses. Ouais, les coulisses. Ben, on va pas que les coulisses parce que quand on parle de l'invention de tel ou tel appareil ou de telle ou telle technologie, c'est majeur. Et ça, je pense que ça transcende les frontières. Donc, j'ai quand même l'impression que c'est parce que aussi on pense aujourd'hui dans notre langue que on a tendance peut-être à s'imaginer que ça ira pas forcément intéresser les autres. Bon, messieurs, on va finir et très rapidement les dates importantes, vos dates importantes. Alors moi, je vous signalais donc le Podcast Movement Evolution à Los Angeles au mois de mars. On est quand même très en avance. Il y a le Paris Podcast Festival qui approche le 13 et 14 octobre. Vous vouliez pas dire quelque chose là-dessus? Attends, avant ça, je signale que la semaine prochaine, il y a le Festipod qui se déroule à Montréal, auquel j'ai le plaisir de participer, où je parlerai de la publicité dans les podcasts. Le Festipod qui est un rassemblement très sympathique et vraiment intéressant de l'univers du podcast, où il y a des gens qui vont faire du podcast en direct. Bref, il y a vraiment tout un tas d'animations qui vont se dérouler. Puis je vous encourage à suivre le programme qui va être assez cool. Philippe, tu voulais parler du Paris Podcast Festival? On en touche deux mots? Oui, le Paris Podcast Festival où si tout se passe bien, on sortira le numéro 3 de Podcast Magazine. C'est là où est sorti le numéro 1 de Podcast Magazine. C'est là. J'y serai. Je suis obligé maintenant, on est attaché. Le festival donc dure 2 jours et la partie professionnelle dure une demi-journée. Donc toujours à la Gaîté Lyrique et on espère que le Paris Podcast Festival tienne bon encore longtemps parce que le Kiss Kiss Bank Bank a fait un peu polémique et a pas forcément fonctionné
fonctionner comme ce qui était imaginé, mais ça fait partie des surprises. Faut en toucher deux mots quand même. Faut en toucher deux mots parce que il faut à la fois leur rendre ce qui leur appartient, c'est-à-dire que bon, ils se sont retrouvés devant des supports qui les ont, je sais pas si on peut dire lâchés, mais en tout cas, ils ont eu moins de soutien financier que ce à quoi ils s'attendaient cette année, crise économique ou pas, ou restrictions budgétaires des uns et des autres. Donc ils ont fait l'effort d'aller faire un Kiss Kiss Bang Bang dans des conditions, oui là je suis d'accord avec toi, un peu difficiles parce que le délai était très court. On sait qu'un appel de fonds comme ça pour le public, c'est 3 à 6 mois minimum. Ils l'ont fait très rapidement. Donc, c'est sûr que c'était très difficile. Ils ont rempli une partie de l'objectif qui s'était donné au tout début. Mais ils ont quand même fait le pari de rester indépendants. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait le Kiss Kiss Bang Bang. Ils ont réduit la voilure évidemment du festival puisqu'ils l'ont ramené à 2 jours comme tu dis. Il faut quand même qu'on souhaite que ce festival-là continue d'être le plus fort possible et avec le plus grand rayonnement, ce qui est difficile quand tu réduis la voilure comme ça, mais ce qui est quand même important parce que c'était quand même et c'est quand même l'un des piliers du mouvement du podcast en France. Moi je trouve t'es d'accord avec ça Philippe? Alors je dirais que c'est un festival culturel. Qui ne représente pas forcément tous les pans du podcast indépendant. Et c'est peut-être le seul reproche qu'on peut lui faire. Par contre, en effet, c'est un événement qui est incontournable et qu'il faut arriver à garder et à maintenir dans l'univers du podcast. C'est un événement structurant. Beaucoup se rapprochent de ce PPF pour être informés et pour suivre un peu tout ce qui s'y passe. Et après, je sais ce que c'est d'organiser des événements. C'est complexe. Et là, on est dans un événement culturel, dans un lieu culturel où on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas faire de business, c'est un gros mot. Donc à partir de là, c'est assez difficile de pouvoir, quand il n'y a pas de soutien financier sur une industrie comme le podcast, c'est assez difficile de pouvoir arriver à tenir quand on est une association à but non lucratif. Ouais, c'est vrai que c'est un enjeu et puis ils se démènent comme des beaux diables. C'est moi, on revient à ces discussions. On l'a déjà eu, je me rappelle, il y a plusieurs épisodes. Un festival ne peut pas remplir toutes les cases de l'univers du podcast. Il peut pas être professionnel, il peut pas être business, il peut pas être indies comme ils disent aux États-Unis, ce qui est une belle façon de dire amateur. Il peut pas être partout. Il doit forcément choisir son camp d'une façon ou d'une autre. Le Paris Podcast Festival fait partie de la panoplie d'événements à laquelle tu participes, Philippe, avec les rendez-vous que vous faites aux quatre coins de la France de podcasteurs, etc., avec le Podcast Mag et puis avec les autres événements que vous organisez. Mais ça peut pas être tout en une seule fois, ça c'est sûr. D'ailleurs, ce serait, je pense, un échec que d'essayer de l'être là. Non, mais je pense qu'il y a une demande. En tout cas, il y a une demande pour un événement qui n'est pas parisien et qui pourrait réunir un peu tous les secteurs d'activité du podcast, puisque c'est un peu ce qui est ressorti aussi des échanges que j'ai eu avec les uns et les autres, puisque j'en ai profité pour poser la question, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme événement en France? Et ce qui ressort, c'est un événement non parisien qui rassemble les podcasteurs. Oui, mais il y a des événements non parisiens, il y a longueur d'onde, il y a mais qui ne soient pas culturels et qui ne soient pas et qui soient business, c'est-à-dire le côté B2B, le côté B2C, c'est-à-dire que qui fasse un peu comme le podcast show. Le podcast show, c'est exactement ça, c'est un événement qui a réussi à pouvoir aller sur tous les pans du podcast et ça, c'est peut-être en effet un événement qui gagnerait à naître en France. Le problème, c'est que le business est un peu aujourd'hui trop serré, que l'économie n'est pas encore assez en place, que l'industrie n'est pas soutenue, que donc peut-être que dans quelques années ça pourra prendre du sens, mais là aujourd'hui ça ne l'est pas. À noter aussi quand même qu'il y a un événement qui est lancé là en Espagne, qui s'appelle le Podcast Days. Et qui a lieu, qui est un espèce aussi de salon événement où il y a des rencontres et donc à suivre de près. Et puis, est-ce que ça a un lien avec les Radio Days? Non, pas du tout.
Non, c'est vraiment un événement organisé par des podcasteurs en Espagne. Et vous pouvez aller sur l'agenda de Podcast Magazine. Il y a les liens d'inscription et toutes les informations sur le Podcast Day Espagne. Et puis, si tout se passe bien, le Paris Radio Show, où on va avoir un espace Podcast Magazine dédié avec plein de conférences et de contenus et de rencontres à Paris les 19 et 20 janvier 2024. Ça aussi, c'est prévu, ça y est, c'est daté ? C'est daté, vous pouvez aller sur parisradioshow.com. Le site est tout neuf, tout beau, et on a tout bien travaillé tout cet été. Et puis à noter un autre événement qui devrait être confirmé le 7 septembre, et on en est un peu à l'origine, même beaucoup. On a une foire à Brive qui s'appelle la Foire du Livre de Brive, qui est la deuxième foire de France, avec quand même 100 000 visiteurs et plus de 60 000 livres vendus en 3 jours. Eh bien, on ouvre une partie podcast et livre audio avec la mairie de Brive, où on va pour la première fois créer un espace, et puis l'année prochaine, si tout se passe bien, de créer la première foire du podcast et du livre audio à Brive-la-Gaillarde en parallèle de la foire du livre. Mais Brive, en fait, je comprends. Mais tu vois, Bruno, comme tout s'organise, comme dans les films, vraiment la meilleure tradition des films d'agents secrets. Hein. Les éléments s'accumulent les uns après les autres. Il faudrait un événement qui soit pas parisien, mais qui réunisse tous les aspects de l'univers t'as compris, audio. merde, mince. À un moment donné, Kaiser Soze se révèle et tu découvres que tout ça, c'est sous l'égide de Podcastophile à Brive-la-Gaillarde, qui est évidemment, si tu leur demandes, le centre du monde. La capitale. On va terminer ce premier épisode de la 2e saison sur cette note-là. Les gars, c'est un plaisir de vous retrouver, de vous parler, de vous entendre nous parler de l'univers du podcast. Vous êtes toujours aussi passionnés. Je vais vous demander un dernier petit effort. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce MV7? Alors les différentes options, ce que vous en connaissez, je sais que vous le connaissez bien. Vous le mettez où là dans l'utilisation? 1, qui l'utilise, et 2, quelle note vous lui mettez, si vous lui mettiez une note sur 10? En ce qui me concerne, je le conseille à tous les bons podcasteurs qui ne font pas de vidéo. Et si vous faites de la vidéo, vous prenez quelque chose et vous cachez la marque du commerçant sur votre microphone, parce que c'est plutôt agressif de voir ça pendant 30 minutes ou 1 heure à l'écran. Mais sinon, moi, je trouve que c'est un excellent outil, d'autant plus que cette version-là, on peut la brancher sur un port USB, ou on peut l'avoir en version XLR, et donc ça permet tous les modes. J'ai l'impression qu'on n'est pas loin, moi, quand même, du SM7B. On va le tester la prochaine fois. Mais tu vas entendre la différence, mais on n'est pas loin. Oui, il est un peu plus chaud, il est un peu plus rugueux, là, il est un peu plus Joe Rogan. Là. Toi, Philippe? Moi, je pense que c'est un super micro, vraiment, que j'utilise beaucoup. Parce que le SM7B, en fait, c'est toujours cette problématique de Cloud Lifter, c'est-à-dire où il faut augmenter un peu là, tout est intégré dans le SM7, et c'est vrai que dans le MV7, le MV7, et en plus il est un peu plus petit, donc on le range plus facilement dans un sac. Je trouve que le côté tactile, moi, je trouve ça assez bien. On peut muter rapidement, on peut augmenter le casque. Voilà, ça demande une petite prise en main. Et puis le côté USB est assez fantastique. Peut-être le petit moins, c'est cette connectique USB qui est pas l'USB 2 et qui mériterait d'être. Ça viendra, ça. Moi, j'ai vu des gens qui l'utilisaient. Je trouve qu'il y a plusieurs avantages, effectivement. C'est les multi-options XLR, USB, ça, je trouve ça très pratique. Je trouve aussi que, le petit inconvénient pour moi, vraiment du réglage sur le dessus, je le trouve pas si fonctionnel que ça, mais on s'y fait. Je trouve que son avantage, c'est que c'est un micro que tu peux acheter en 2 ou 3 exemplaires pour un prix quand même assez raisonnable. Donc, si tu fais un studio ou si tu fais une émission avec plusieurs personnes et que tu veux que tout le monde ait le même micro, c'est un investissement qui reste raisonnable. Et j'ai vu des gens l'utiliser à la main, comme un micro, un micro quasiment d'entrevue. C'est pas l'utilisation que j'en ferais prioritairement, parce que on entend les bruits quand on touche au pied. Mais si elle est mal isolée. C'est ça. Mais si tu as par exemple une poignée qui elle-même isole, ou si tu as un support qui isole, c'est vrai que c'est pas fou. Ça fait aussi un bon micro pour faire de l'animation en action.
exposition. Ça reste une option intéressante. Pour moi, c'est un très 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 bon compromis. Et on verra après avec les autres micros de la gamme Shure où est-ce qu'ils se positionnent. Mais vous avez pas donné votre note sur 10 là, messieurs. Moi, je trouve que c'est toujours assez ridicule de voir les gens se balader avec des pieds de micro, tu vois, et des micros qui sont pas des micro-mains quand tu fais des interviews. Enfin, moi, je trouve ça toujours assez... parce que t'es un puriste. Ouais, je vais être puriste. Non, c'est ça. La note, parce qu'à Brive, on fait pas ce genre de choses. La note, on l'a déjà donné nous dans Podcast Magazine numéro 1 puisque c'est le micro qu'on a testé. Non, dans le 2 d'ailleurs. Dans le 2, je pense. Dans le numéro 2, et c'est le micro qu'on a testé face au Logitech. Donc moi je trouve que c'est vraiment un très bon micro. Donc sur 10, c'est ça la note, tu veux ? Ouais, allez, mets donc en tenant compte de la qualité du micro, la qualité sonore, l'innovation technologique. Non, mais il est directif, il est très bien pour faire des conférences téléphoniques, il est très bien aussi pour faire du podcast, il est très bien pour faire des enregistrements, donc moi je mettrais à 8,5. Ouais, non ? 8 sur 10. Ouais, moi j'irais à 8,5 aussi pour pas dire 9, pour pas exagérer, mais je trouve que si on tient compte du compromis, c'est excellent. Messieurs, cette émission se termine et avant de terminer définitivement cet épisode, je vais vous rappeler que le Podcastologue, c'est aussi une infolettre sur LinkedIn qui est maintenant suivie par un peu plus de 900 personnes. J'ai eu la surprise au retour des vacances de constater qu'on avait encore des inscriptions. Il y a plus d'épisodes de 15 minutes consacrés à l'actu. Vous savez, le petit épisode de 15 minutes d'actu qui me prenait quand même un certain temps, et comme je me consacre aussi à d'autres activités, eh bien j'ai dû faire des choix. C'est aussi ça le podcasting. Je vois Philippe qui sourit. Il est content de ne pas être tout seul à avoir des journées de 15 heures. Donc, comme il n'y a plus d'épisodes de 15 minutes, ben, évidemment, vous retrouverez toutes les informations d'actualité dans l'infolettre. Alors, abonnez-vous à cette infolettre. On arrive à la fin de ce 20e épisode et donc le début de la 2e saison du Podcastologue. Je vous remercie, Philippe, Bruno. Je vous remercie à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Ce podcast est une production Ghostscript Media. Il est réalisé par Bruno Guglielminetti et moi-même, et je remercie notre partenaire Eddiesound, dont vous pouvez consulter le site sur eddiesound.com. On se retrouve tous les 3 dans 15 jours. Aux auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Apple Podcast. Dites-nous tout le bien que vous avez pensé de cet épisode. Recommandez-le à vos amis, à vos voisins. Parlez-en à votre chien, parlez-en autour de vous, à votre chat, aux animaux de compagnie. Merci Bruno d'avoir verbalisé ce formidable message à l'intention de nos amis canins. À tous, je vous dis très bientôt et que l'audio soit avec vous. Bravo, vous êtes formidable. Quelle équipe. Bravo, j'ai que ça à dire. Je suis scotché. I knew it, I had to go. Vous avez eu de la chance, mes petits coquinous, que je vous reprenne cette année parce qu'il y a eu beaucoup de candidatures. Et surtout, combien de mails as-tu reçus pour qu'on reste ? Ouais, mais là, on va avoir des noms. Qui voulait notre place? Ah, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et des gens bien meilleurs que vous. C'était pas difficile. I wish that I could step inside. Move a little faster.